Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Watch TV. On est en direct jeudi soir, il est 22h. Alors c'est pas le Brésil ici, mais il fait aussi chaud, croyez-moi, et ça va être très chaud ce soir pendant une heure pour discuter de l'actu Apple. 10 jours même après cette WWDC que vous avez vécu en direct sur l'antenne de Watch TV. On a fait 2h30 de direct ensemble. J'espère que vous étiez au rendez-vous. Et on se retrouve ce soir avec la bande, une partie de la bande habituelle en tout cas, pour débriefer cette WWDC 2014 et je suis très heureux de vous retrouver les amis, en particulier l'un d'entre vous qui nous a faussé compagnie pendant des semaines et c'est son grand retour ce soir. J'ai le plaisir de saluer Eli Abitbol qui est en bas à droite de votre écran. Salut Eli. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Ça fait très plaisir de te retrouver. J'imagine que la WWDC t'a redonné de l'énergie. Absolument, j'ai regardé ça tout à fait attentivement. Bon, et j'avais hâte de revenir parmi vous. Et ben nous aussi, on est très heureux de te retrouver. Eli Abitbol, c'est l'un des revendeurs historiques du monde Apple en France. Tu es situé à Nice. Ton enseigne s'appelle MCS et tu es une des légendes vivantes, une des mémoires vivantes de l'aventure Apple en France. On en a souvent parlé avec toi et ton expérience et ta bouteille nous sont toujours très utiles. Donc, on est ravis de te retrouver et de t'accueillir à nouveau dans iWeek. Les deux autres compagnons de cette soirée du jeudi soir sur Watch TV, il y a d'abord Gilles Dounès, le rédacteur en chef de MacPlus.net. Salut Gilles. Salut Benjamin. Ravi aussi de te retrouver. Très bien, très bien. Bon, on avait prévu tous de vous retrouver la semaine dernière pour la WDC. On avait fait un planning absolument intenable avec des quarts d'heure et c'était absolument ingérable. Donc, ne nous en voulez pas. On a essayé de faire passer tout le monde, mais les deux duplex entre Paris et San Francisco, plus le flux de la keynote, plus tout ce qui s'est passé, c'était un peu compliqué à gérer. Donc voilà, c'est aussi pour vous une séance de rattrapage et donc je suis très heureux que vous puissiez être là ce soir avec nous. Et puis Guillaume Jette, le trublion de la bande. Trublion, oh mon Dieu, ça y est. Ouais, le trublion de la bande. Salut Guillaume. Tiens, t'es un petit peu bas dans l'image, tu peux essayer de te remonter un petit peu. On adore Neil Armstrong, mais voilà. C'est super. Alors tu sais que c'est pas Neil qu'on voit. C'est pas Neil, c'est pas Buzz non plus. C'est Buzz, hein, je crois. Si, je crois. Ah non, il a pas mis le pied sur la lune, Buzz. Ah bah, alors, écoute, je sais plus quel c'est, mais en tout cas, la photo, c'est pas Neil. Le pauvre, il s'en est jamais remis d'ailleurs. Il est allé tellement près de la Lune, il n'a pas pu marcher sur la surface de la Lune. Donc, écoute, non, je crois que c'est Aldrin. Écoute, je vérifierai, je te dirai tout à l'heure. Tu nous diras ça, hein. Tu nous diras ça parce qu'on vérifie nos infos dans les émissions sur Watch. L'autre jour, on avait un doute sur la photo Kina et c'est bien à Cologne. Voilà, je le dis pour ceux qui nous ont suivis mardi soir dans GenTech. On a eu un doute à la fin de l'émission avec Arnaud Pézeron, le directeur du marketing d'Olympus, qui était notre invité en direct. Alors, on parle ce soir de la WWDC. C'était l'événement la semaine dernière à San Francisco. 5 jours de conférence, 5000 développeurs venus de 69 pays. Allez, on va se remettre dans l'ambiance avec l'arrivée de Tim Cook sur scène. Hein, forcément très attendu. Une ambiance de feu dans la salle du Moscone Center. Et vous l'entendez derrière moi, les applaudissements dus au boss, comme on dit. Good morning. Good morning. Good morning. Voilà, morning, il était 10h du matin sur cette scène du Moscone Center de San Francisco. Vous étiez tous sur le pont, j'imagine ? Ah oui. Bon, plus que ça, oui. Plus que ça. Bon, Gilles, toi, tu es à la couverture de l'événement sur MacPlus. Guillaume, toi, typiquement, une keynote Apple, tu la suis tu te mets dans quelles conditions ? Eh ben, écoute, d'abord un gros échauffement, 2 heures d'échauffement à peu près physique, c'est le minimum. Hein. Des étirements musculaires, tu veux dire, ou du cerveau ? Musculaire, tout ça, enfin le cerveau. Le cerveau aussi. Voilà, beaucoup d'énergie. Non, alors, en fait, c'était une conférence qui était... Non, enfin, je peux pas aborder des trucs, mais je me mets pas dans une ambiance particulière, mais on sait qu'il y a quand même une ambiance particulière sur une conférence comme ça, d'autant plus qu'Apple en fait de moins en moins, donc c'est de plus en plus important finalement.
Bon, bah écoute, très bien. Ce sont des moments particuliers, les keynotes. Il y en avait davantage dans le passé, il y en a moins maintenant, donc c'est des moments qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Et toi, Ellie, alors dis-moi, où étais-tu pour suivre ce grand moment? Chez moi, en fait, je m'étais isolé justement pour pouvoir suivre ça tranquillement. Et d'autant plus que moi, j'adore les keynotes et j'ai eu la chance quand Steve Jobs les faisait, d'y assister en direct. Et ben depuis, c'est vrai qu'elles se font beaucoup plus rares et c'est très important de pouvoir les suivre dans des bonnes conditions. Et pour une fois qu'il y avait un flux vidéo en plus, eh ben, il fallait pas rater ça. C'est vrai. Et il était de très bonne qualité parce qu'on a tous pu en profiter dans de très bonnes conditions. Tu vérifieras de notre part, Guillaume, si c'est pas Michael Collins qui est sur le... C'est Michael Collins qui... Non, c'est bien Buzz Aldrin. C'est bien Buzz Aldrin qui est C'est bien Buzz Aldrin. Et c'est Michael Collins qui lui est resté dans le module. Alors voilà. Ses potes à 3200 km. Et comme il disait, en fait, que grosso modo, à ce moment-là, il se sentait quand même la personne la plus solitaire en dehors de la planète. Voilà, c'est ça. Bon, bah, tu l'embrasseras pour nous. On est donc lundi dernier à San Francisco. Il était 19h heure de Paris, 10h heure locale. Tim Cook sur scène devant donc ce rassemblement des développeurs, un moment très important pour Apple puisque c'est l'occasion pour la marque à la pomme en fait d'expliquer sa feuille de route pour l'année à venir. C'est ça, Gilles, grosso modo, l'idée? Ça, pour les 6 mois à venir, on va dire. Ah, tu dirais juste 6 mois, toi, ouais. Tu plaisantes? 6 mois ou même 3 jusqu'à l'automne. Ah, Guillaume n'est pas d'accord déjà sur la durée. Il n'est pas d'accord? Ah mais non, là, la feuille de route, elle est donnée pour les 5-10 années à venir. Parce que moi, vous êtes peut-être retenu juste OS 10 et iOS, qui sont déjà pour les 1 an et demi à venir, on va dire. Moi, je retiens surtout l'annonce pour les développeurs sur tout ce qui est sur le langage Swift. On en parlera tout à l'heure, Guillaume, de Swift. C'est une direction pour les 10 années à venir. Benjamin voulait dire pour l'année... Là, chaque année, la conférence des développeurs. C'est bien ça le sens de ta question? Oui, mais c'est vrai que tu as raison, elle peut être comprise de deux manières différentes. Et c'est vrai, en l'occurrence, ce qu'Apple a dévoilé la semaine dernière, ça a sans doute une portée qui est beaucoup plus longue que sur 3, 6 ou 6 mois ou seulement 1 an. Alors, je sais que vous m'aurez d'envie qu'on parle de Swift et des parties un petit peu plus techniques. C'est notamment ton truc, toi, Guillaume, parce que tu es développeur. On te doit notamment... Moi, à la limite, c'est pas forcément le technique qui m'intéresse sur cette conférence. C'est l'esprit Apple qui était très intéressant. Ah, alors je te propose un truc. Si tu me promets qu'on garde Swift pour la deuxième partie de l'émission, je veux bien qu'on parle de l'esprit Apple tout de suite et de l'énergie que vous avez ressentie en suivant cette conférence. Alors, Guillaume, commence, toi. Alors, moi, j'ai trouvé que l'énergie était incroyablement positive et surtout, c'était la conférence de l'après Steve Jobs. Voilà. Clairement, c'est Tim Cook qui a pris les commandes, Forstall n'est plus là, Federighi l'a remplacé de façon magistrale. L'ambiance était totalement différente des keynotes des années précédentes où c'était assez coincé, parfois assez pesant, assez lourd. Là, l'ambiance était beaucoup plus légère et surtout vraiment orientée vers les développeurs. C'est-à-dire qu'en fait, là, Apple disait, on va vous montrer, les années passées, par exemple, beaucoup de développeurs disaient iOS 7, pour nous, c'était un gros problème parce que finalement, on a dû s'adapter à une interface, mais on n'a pas pu du coup en profiter pour vraiment améliorer nos logiciels. Et là, ils ont dit clairement, là, Apple nous a écoutés, ils proposent des fonctions qui sont sensationnelles, qui n'ont pas forcément d'équivalent sur le marché et qui en plus vont nous permettre de vraiment proposer des nouveautés vraiment très intéressantes. Et du coup, l'ambiance était totalement différente. D'ailleurs, les développeurs, ils étaient vraiment super contents. Tu sentais l'ambiance à la fin de la conf, c'était hyper positif. Et le feedback, moi j'ai lu beaucoup d'articles sur les sites américains et français toute la semaine. Le retour sur cette conférence est juste excellentissime. Grosso modo, oui, ça remet Apple sur le devant de la scène, ça leur redonne de l'énergie. Là, pour le coup, ils ont totalement assuré le spectacle. Et ils ont vraiment donné en plus effectivement une feuille de route qui est très claire et très ambitieuse et avec des prises de risques. Et ça, c'est plutôt bien aussi. Je suis pas d'accord. On va revenir à toi, Gilles, dans un instant. Je voudrais avoir l'avis général d'Ellie sur cette keynote. À la fin de ces 2 heures de présentation, Ellie, qu'est-ce que tu te disais il y a 10 jours exactement ? Bah, écoute, moi j'étais très surpris et je suis assez d'accord avec Guillaume par le changement de la keynote de cette année. C'est-à-dire que vraiment très bonne humeur. On a vu Tim Cook en patron, mais
pas en prenant l'intégralité des discours comme Steve avait l'habitude de faire. Donc, il a mis en place une équipe, il les a fait intervenir. Cette fois-ci, on n'a pas vu Phil Schiller, c'est peut-être un peu dommage, mais en tout cas, Craig Federighi a fait vraiment une prestation éblouissante. Et puis le contenu, franchement, moi j'ai été totalement bluffé. On va en parler en détail, mais c'était une excellentissime keynote avec plein de choses, aussi bien pour les utilisateurs que pour les développeurs. Et c'est vrai que les développeurs, il y a bien eu un tiers des annonces, toute cette partie dev, qui était vraiment presque inattendue, mais très très importante et qui en fait, effectivement, va être la base pour des années à venir de pas mal d'innovations. Et surtout, Apple a mis des bases logicielles qui vont permettre aussi bien à Apple, mais à des partenaires, d'arriver avec du hardware plus tard. La base est là. Gilles, toi qui diriges un site d'info Mac, le plus ancien d'ailleurs, hein, si je ne me trompe pas, est-ce que pour toi la keynote avait autant d'intérêt ? Est-ce qu'une keynote finalement sans matériel, est-ce que c'est une keynote qui peut avoir de l'intérêt pour le grand public ? Mais c'est ce qu'on matraque depuis le début, c'est-à-dire que année après année, la WWDC est faite pour les développeurs. Alors, il montre le futur de l'OS qui va être développé 3 mois après, qui va être livré pour la multitude. Encore que et cette année, alors, j'ai fait un peu de provoque. Je suis d'accord qu'il y avait un truc libératoire cette année. Par contre, Tim Cook, le patron, il est là depuis le début. Sauf qu'on le voit pas. On a peut-être un peu des choses devant les yeux, un peu trop il y a peut-être pas assez de produits, mais je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas que Tim Cook est vraiment aux commandes. Tu vas pas être content. Je vais parler de Swift. Là, c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire. C'est un tremblement de terre. C'est la même chose que Objective-C à la WWDC de 98. Et on a vu là Chris Lattner, qui est le Bertrand Serlet de 1998, c'est le futur patron d'OS 10, enfin des 2 plateformes, quoi. On va alors Swift. Je savais qu'il fallait vous tenir parce que vous étiez impatient d'en parler, mais c'est pour la deuxième partie de l'émission. C'est promis, Swift, ce nouveau langage de développement, donc annoncé par Apple, un peu à la surprise générale. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on aura le témoignage d'un développeur un peu particulier que j'ai rencontré à San Francisco la semaine dernière. C'est le fameux développeur de 13 ans. Le plus jeune développeur qui participait la semaine dernière. Oui. Vous retrouverez son interview intégrale dans le prochain numéro d'iCreate et je vous ai sorti une grosse minute de son interview. Vous verrez que le gamin, il va sans doute aller loin et on le retrouvera dans très peu de temps avec sans doute à la tête de projets très très importants. Alors, on va prendre les sujets, on va prendre les gros sujets dans l'ordre dans lesquels ils ont été abordés. D'abord, quand même, puisque c'est une conférence pour les développeurs, un mot aussi de l'opération de séduction d'Apple vis-à-vis des développeurs. On sait qu'il y a quand même un enjeu entre les univers Apple et Android notamment. Est-ce que l'opération de séduction, pour vous, je parle toujours assez globalement, est-ce qu'elle est réussie pour Apple ? À mon avis, oui. Sans conteste, oui. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a de quoi manger, comme chaque année. La Tim Cook n'est pas venu avec son chèque en carton, mais il a rappelé que c'était la plateforme qui était la plus bankable, si je puis dire. Il y a ensuite la facilité de développement et les SDK d'Apple qui sont sans équivalent, et ensuite l'horizon qui a été ouvert avec c'est là où je rejoins Ellie aussi, avec les API qui sont destinés à la domotique et à la santé, tout ce qui est informatique à porter sur soi, qui ouvre des perspectives révolutionnaires. C'est un nouveau domaine de l'informatique qui est promis là aux développeurs.
Alors justement, d'ailleurs, si je peux intervenir vous vous souvenez juste comment à ce sujet, Oui. est-ce que j'ai rêvé, Benjamin, ou tu nous as dit que tu avais maintenant la preuve de l'existence de l'iWatch? On en reparlera peut-être à la fin de l'émission, si tu veux bien, D'accord. Élie. Allez. On va garder ça pour la fin. Juste parce que je voudrais remercier ceux qui nous regardent ce soir. Bon, c'est juste le début de la Coupe du Monde en même temps que l'émission. Donc, c'est juste pour vous dire que le Brésil vient de marquer contre son camp à moins d'un quart d'heure du début du match. Donc, ça démarre très très mal pour les Brésiliens. C'est pas la peine de mettre TF1. Vous êtes mieux sur Watch TV. Merci de rester avec nous, c'est sympa. Pour parler des développeurs, c'est comme ça que ça a commencé l'autre jour sur la scène du Moscone Center par ce film un peu à la gloire des développeurs et de ce qu'ils arrivent à faire avec iOS. On va revoir un petit bout de ce film pour se rafraîchir la mémoire. Voilà, une vidéo de plusieurs minutes dont on reconnaît la qualité des vidéos Apple, évidemment. C'est comme ça que la conf a commencé. Vraiment, c'était une manière pour Apple de dire C'est une lettre d'amour. On a besoin de vous. Non, mais c'est une lettre d'amour, c'est tout. C'est de la bonne foi, Guillaume? C'est une lettre d'amour, ni plus ni moins. C'est une lettre d'amour, exactement. Voilà, on vous montre finalement, on vous veut, on vous aime quand même, et on sait que des fois la relation est difficile avec vous, mais voilà. Et là aujourd'hui, on est là pour bosser avec vous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est en fait, l'ambiance était ressentie de façon très différente par les développeurs, dans le sens où vraiment c'était le truc, c'était comment on peut vous aider. Voilà. Et Apple sur cette conférence, sur cette WWDC, avait preuve d'une ouverture qu'il n'y avait jamais eu avant. Alors, en plus, sur le fait que les personnes d'Apple, même Federighi, par exemple, Tim Cook, se sont pris au jeu de faire des selfies avec les développeurs qui étaient sur le site. Enfin, voilà. Ils ont été très proches, finalement, des gens, beaucoup plus que ce qu'il y avait à l'époque de Steve Jobs, quoi. Ouais. Ça aussi, ça marque, en fait, une rupture très claire avec le passé. Enfin, à mon goût, en tout cas, c'était carrément très marqué. Et alors, il y a peut-être un changement de style chez Apple en termes de communication, puisque vous le savez, peut-être la grande patronne des relations presse et publiques d'Apple, Katie Cotton, est en train de partir à la retraite. Apple est en train de lui chercher un remplaçant. Et clairement, le message, en tout cas en termes de profil pour le successeur ou celle qui succédera à Katie Cotton, c'est quelqu'un qui est vraiment tourné vers, on va dire, des relations d'amitié, de fraternité avec le monde autour d'Apple. Donc ça augure peut-être d'un changement de style, en tout cas dans la communication. Allez, on va démarrer par le premier gros morceau de la keynote. Guillaume, si tu peux, je voudrais bien que tu tires un peu ton écran vers toi, parce que tu restes un petit peu bas dans l'image. Voilà, si tu peux. Voilà, c'est génial. Le premier gros morceau de la keynote, on y vient dans un instant. Ce sera évidemment la nouvelle version d'OS 10. À tout de suite. Bon, si vous avez un Mac, sans doute au mois de septembre-octobre, vous serez invité gratuitement à faire une mise à jour. Cette mise à jour, ce sera vers une nouvelle version d'OS 10. Alors, on se demande tous les ans comment elle va s'appeler. Cette année, il n'y a pas tellement eu de suspense, puisque certains avaient deviné. Oui, il y a eu des échos, des bruits, et puis effectivement, c'était parti sur Yosemite. On a vu des images un peu avant, donc on s'est douté que ça pouvait être ça. Voilà. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il y a un produit qui s'appelle Yosemite chez Apple. En fait, dans les noms de code, chez Apple, il y avait le Power Mac G3 bleu-blanc, dont le nom de code était Yosemite à l'époque. Voilà, donc, Yosemite, c'est donc un des grands parcs nationaux américains qui se trouve, qui est en Californie, il me semble, si je me doute. Oui, de toute façon, maintenant, c'est tout des lieux de Californie. Tout est en Californie, forcément, évidemment. N'oublie pas que c'est les produits Apple sont design by Apple in California, pas in USA. Bien sûr. Donc, toujours ça. Donc forcément, c'est pour vanter aussi la Californie. Donc OS 10 Yosemite. Alors moi, je vais vous dire quand même mon sentiment. Moi, je m'attendais à une vraie révolution du côté d'OS 10, ne serait-ce que parce que on pouvait arriver à un changement de numérotation. On était à la 10.9, donc voilà, on pouvait arriver à la fin d'un cycle et découvrir un système radicalement nouveau. En fait, voilà, c'est une évolution, on va dire, à un rythme qui reste le même que d'une année sur l'autre finalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Moi, je trouve qu'il y a plus de nouveautés dans 10.10 qu'il n'y en a eu dans 10.9 par rapport à l'antérieur. Alors, explique-nous ce qui te marque, parce que
En fait, il y a toute cette partie continuity que j'ai trouvée assez bluffante. Le fait de pouvoir commencer un document sur un appareil, le continuer instantanément sur un autre. Bon, et après, il y a des petits gadgets, mais forcément, pour un geek, c'est génialissime. Le fait de pouvoir recevoir des SMS sur son ordinateur, le fait de pouvoir prendre un appel ou de passer un appel alors que le téléphone est resté dans la sacoche. Moi, je trouve ça totalement hallucinant. J'adore. En même temps, ça paraît tellement évident quand on le dit. On se demande pourquoi ça n'a pas été intégré plus tôt, non, Guillaume ? Mais parce que le problème, c'est que, tu sais, c'est pas parce que tu as 9 femmes... 9 femmes ne font pas un enfant en un mois, c'est toujours la même chose. Non, mais c'est toujours la même chose, c'est la théorie des... Non, mais j'aime bien tes comparaisons, Guillaume. Mais c'est une comparaison qui est toujours très simple à comprendre. C'est pas parce que tu mets plus de développeurs sur un projet qui va aller plus vite, au contraire. Et au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et Apple, c'est une société qui sait faire des choix. Voilà. Ils ne plaisent pas à tout le monde, ils ne plaisent pas toujours. On peut dire des fois qu'elle va trop lentement sur certaines choses, mais elle fait des choix. Et comme disait Steve Jobs, en fait, non seulement il est fier des produits qu'ils avaient sortis, mais il était surtout fier des produits qui n'avaient jamais sorti. Si tu veux. Donc c'est toujours la même chose, c'est être capable à un moment de dire ça on peut le faire, ça peut attendre, ça c'est vraiment important et on y va. Mais Apple d'ailleurs n'a pas fait forcément que des bons choix. Moi par exemple j'ai toujours dit que Lion n'était pas une bonne version d'OS 10, ils avaient raté quelque chose avec Lion. Et je trouve que là cette fois-ci justement par rapport à Lion, ils avaient essayé de gaver des fonctions de l'iPad. Rappelez-vous, c'était le Back to the Mac. Des fonctions de l'iPhone qui vont vers l'iPad et qui retournent ensuite vers le Mac, qui était à mon avis à un moment une hérésie, ça donnait des trucs vraiment affreux dans Lion. Et là en fait ils sont sortis de ce truc-là et aujourd'hui ils sont en train de se dire ok, on va pas faire en sorte que les fonctions reviennent dans le Mac, on va faire en sorte que tout fonctionne de façon cohérente. Et en fait moi comme je disais, ce qui m'a impressionné surtout c'est la fluidité de l'ensemble. C'est-à-dire que les choses, tout semble très naturel en fait. Ça semble couler de source. Tu prends ton appareil, voilà, tu veux téléphoner, tu décroches de ton ordinateur. Comme le disait Eli, il y a un peu de magie et c'est là où Apple est forte. C'est quand elle rend la technologie invisible. Apple ne fait pas forcément de révolution à chaque version de système, c'est pas son objectif. Par contre, un petit bémol, évidemment, on a téléchargé immédiatement après la WWDC aussi bien 10.10 que iOS 8. Et comme d'habitude, il y a des fonctions, donc les plus spectaculaires, qui ne marchent que sur les dernières machines. Et je pense qu'on aura une liste de compatibilité en disant Continuity, oui, ça marche, mais à partir de telle machine. Parce qu'évidemment, moi, j'ai pas voulu installer ça sur ma machine personnelle de travail. Donc, j'ai pris un ordinateur qui traînait dans un coin. Un peu plus vieux. De duo, c'est pas le tout dernier. Et j'ai installé, alors oui, 10.10 marche, mais alors les fonctions les plus spectaculaires, elles ne marchent pas dessus. Donc, en l'occurrence, c'est sur un iPhone 4S. En l'occurrence, c'est un Mac qui avait quel âge? À partir de quand ça marche. C'était quel type de Mac, Eli? C'était un MacBook Air 13, mais pas une des dernières générations, et un iPhone 4S, pas non plus une des dernières générations, mais quand même, il fait partie des produits supportés. Bien sûr. Et ben, Continuity, rien à faire. Hein. Alors que j'ai des copains qui, évidemment, eux, ils ont pris leur dernier ordinateur le plus beau et ça marche très bien. Donc, méfiance, parce que moi, j'étais hyper déçu quand j'ai tout installé après le téléchargement. La première chose, je me suis précipité sur Continuity, et ben, marche pas. Alors, je peux comprendre ton raisonnement, hein. Je peux comprendre effectivement qu'il y a de la frustration. Après, le problème, c'est qu'au niveau matériel, ça peut pas forcément suivre parce que les fonctions matérielles sont juste pas là, quoi. Et ça, malheureusement, on peut pas y faire grand chose. Je suis pas surpris, par exemple, si on me dit qu'AirDrop ne fonctionne pas entre un iPhone d'ancienne génération et un Mac d'ancienne génération, parce qu'il y a des besoins de technologie qui sont relativement récentes. C'est vrai, mais Apple nous avait déjà fait le coup avant. Rappelle-toi, donc, dans la partie AirPlay sur un Mac, où ils avaient fait la démo, mais ça marchait que sur les dernières générations. Et il y a eu beaucoup de personnes frustrées parce qu'Apple le présente comme une fonctionnalité. Ils te disent ça va marcher à partir de tel ordinateur. Oui, mais pas pour. Oui, mais alors là, je pose la question à Gilles parce que quand même, une fonction comme AirPlay qui nécessite pas, enfin, je suis un profane, mais qui nécessite pas des ressources colossales. Est-ce qu'on peut justifier que ça ne marche que sur les dernières générations de machines, Gilles? Ça dépend de la génération du Wi-Fi. Ça dépend, comme disait Guillaume, sur quel composant c'est basé. C'est peut-être pas la puce elle-même, mais les composants eux-mêmes ou la version du Bluetooth, par exemple. Exact. C'est vrai que le Wi-Fi, effectivement, s'il faut du Wi-Fi AC, ce qui n'est pas mon cas, par exemple, voilà. Je serais privé de dessert. Il y a un piège pour Apple, si tu veux, c'est qu'en fait, soit ils disent, OK, on fait en sorte que le nouveau système ne fonctionne, toutes les fonctions sont disponibles que sur toutes les machines,
Mais je dirais qu'en fait, là par contre, faut pas avoir de surprise finalement, parce que ça a été vrai pour toutes les générations d'OS depuis System 7. Moi, je me souviens très bien que System 7.5, tu avais des fonctions qui marchaient sur les Mac récents et qui marchaient pas sur les Mac plus anciens. Mais est-ce que Apple doit dire dans ce cas-là, il faut pas mettre de nouvelles fonctions qui fonctionnent pas sur toutes les machines, ou alors, on fait en sorte quand même que les utilisateurs aujourd'hui puissent bénéficier quand même d'une grosse partie des nouveautés, même si effectivement il y a quelques-unes qui sont pas sorties, mais au moins ils vont pérenniser leur matériel. Et là, en plus, c'est l'avantage de dire, la fameuse obsolescence programmée, soi-disant chez Apple, bim, elle prend encore un peu dans la tête. Non, mais tu comprends ma question. Ma question, Guillaume, c'est que tu sais bien aussi qu'il y a parfois on se demande parfois s'il n'y a pas une volonté d'Apple de nous pousser à changer de machine peu sans raison. Voilà. Non, ils l'ont fait à une époque, et regarde, ça fait quand même déjà 4 générations de systèmes quasiment qui sont supportés sur les machines depuis presque 6 ans, même plus de 6 ans, parce que tu peux l'installer aujourd'hui, tu peux d'installer la nouvelle version de système sur un Mac de 2007 voilà. Donc finalement, non, si vraiment vous voulez le faire, ils trouveraient une raison arbitraire, ils diraient il faut 4 Go de RAM et puis voilà, ou je sais pas quel processeur. Et ça fait longtemps qu'ils auraient arrêté. Non, aujourd'hui, je pense qu'au contraire, c'est plutôt positif pour Apple de dire on va continuer à faire en sorte que vous ayez les dernières nouveautés, ne serait-ce qu'en plus parce que ça leur permet après de valoriser toute l'économie autour de l'App Store et de pousser les gens à migrer vers le nouvel OS. Ouais. Et donc vers le nouvel La seule chose, c'est qu'il faut éviter de refaire l'erreur qu'il y a eu sur Maps quand ils l'ont présenté tellement mis en avant à la WWDC sur iOS et qu'après, Maps marchait pas très bien. Donc la question, c'est si Apple dit Yosemite, en fait, c'est Continuity, tous les utilisateurs se précipitent, il va y avoir beaucoup de personnes frustrées, sauf si on dit clairement, OK, tel type de fonctionnalité, ça va marcher à partir de telle machine, et comme ça, les gens le savent. Mais il ne faut pas que les gens installent et après se disent, j'ai installé l'OS et ça ne marche pas. Et ça, c'était déjà arrivé. Et comme il y a eu une très mauvaise réaction sur iOS avec Maps, s'ils pouvaient éviter ça éviterait des frustrations chez les utilisateurs. Après, nous, on va toujours avoir les dernières machines. Alors, pas tous en même temps. Guillaume, vas-y. Et Maps, je pense que c'était un cas très différent. Apple avait besoin de le sortir pour contrer Google et surtout pas pour contrer, mais plutôt se libérer de la pression de Google et d'une certaine. Ils avaient besoin de prendre une autonomie par rapport à Google et ils étaient obligés à un moment de le lancer, même si c'était pas prêt. La plus grosse erreur d'Apple, ça a été de dire à un moment, c'est quand Forstall a dit oui, Maps est sorti, c'est génial, vous allez voir, c'est grosso modo aussi bien que Google Maps. Et ne pas dire surtout, c'est une version bêta, c'est tout. Ils auraient dû dire à ce moment-là, c'est une fonction qui est là, elle est disponible en bêta. D'accord ? Elle n'est pas finalisée, on sait qu'il y a des bugs, il y aura des trucs qui sont pas aussi bien que ce que vous avez connu. On est là, on va faire une solution sur le long terme, on va investir dessus beaucoup, mais effectivement, c'est pas finalisé parce que mettre un système de cartographie en place comme l'a fait Google, ça prend 10 ans. Et nous, ça fait que peut-être que 2, 3 ans, 4 ans qu'on a commencé. C'est vrai. Alors, et d'ailleurs, tu as vu que sur iOS 8, Maps, finalement, il n'a pas beaucoup évolué pour l'instant. En tout cas, dans la première bêta. Il évolue par petites mains. Alors, je passe la main à Gilles. Vas-y, Gilles. Oui, c'est-à-dire que là, ils auraient effectivement dû dire c'est une bêta, aidez-nous. Or, c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'ils ont dit, et ce qu'a dit explicitement Tim Cook avec macOS 10 en disant, cette année, la version, les différentes versions de bêta de Yosemite ne seront plus seulement accessibles aux développeurs, mais à l'ensemble des utilisateurs de Mac, et s'ils veulent nous aider, ils sont les bienvenus. Alors ça, par contre, je suis pas. Moi, en tant que particulier, on va dire, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre la logique d'Apple qui finalement met entre les mains du public, de qui veut, un OS qui est pas finalisé. Est-ce que ça va pas à l'encontre de sa stratégie qui a toujours été de sortir les produits quand ils sont prêts? Elle était bonne celle-là. Non, alors là, je savais que ça te ferait rire. Oui, on sait très bien qu'ils sont jamais prêts à la sortie. Ils sont prêts à la version. Non, mais juste pour dire en fait. Vas-y Guillaume, vas-y. Moi, je suis un peu comme toi. Je comprends pas trop la stratégie d'Apple à ce niveau-là, d'autant plus que ça va leur poser énormément de problèmes en termes de support. Parce que les gens, ils voient nouvel OS à télécharger, ils voient pas le mot bêta, ils comprennent pas forcément que voilà, il y a des soucis, machin. C'est régulièrement, je veux dire, j'ai des copains qui bossent dans les différents Genius Bar et qui s'arrachent dans les Apple Store, et ils s'arrachent les cheveux parce que régulièrement, quand il y a une nouvelle version d'OS qui sort pour les développeurs, le lendemain, ils ont des clients qui viennent, ils disent, je comprends pas, mon iPhone, il a perdu toute son autonomie, mes applications elles crashent. Et là, il y a des mecs qui font, ah oui, vous avez utilisé une version bêta. Bah ouais, mais enfin bon, c'est sorti, je l'ai installé, quoi.
Ben oui, mais enfin, vous n'avez pas eu le contrat. Quel contrat? Voilà. En fait, c'est ce que je voulais dire. Moi, je trouve ça, voilà, mais moi, je trouve ça super dangereux à un certain niveau. Que les geeks après veulent le faire, pas de problème. D'ailleurs, il y a des programmes exprès pour ça, hein, les programmes Apple Seed auxquels on peut s'inscrire si on a vraiment envie de tenter l'expérience. Que les développeurs y aient accès au bêta, c'est tout à fait normal. Que Apple veut pousser ça vers le grand public, je comprends pas trop, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'urgence. Ils savent que le système va sortir à la fin de l'année. Si vraiment ils disaient, on a vraiment un gros souci, on va attendre 2 ans, comme il y avait eu le cas pour l'OS 10, alors, la première version, où ils avaient annoncé présenter le système en 2001 et sorti finalement que très largement plus tard, hein, enfin en 2000 pardon, et sorti beaucoup plus tard. Là, ils annonçaient une bêta, ça paraissait presque logique. Puis il fallait attirer un peu le client vers un nouvel OS. Là, j'ai du mal à comprendre. Bon, en tout cas, c'est possible pour ceux qui veulent tester Yosemite dès maintenant. On dit un mot de l'interface quand même, de l'évolution du design. On parlait de continuité, on va y revenir évidemment. En fait, moi j'ai l'impression que Apple a quand même le leitmotiv de cette conf, ça a été quand même de tisser des ponts qui n'existaient pas encore entre iOS et OS 10. Le design fait partie aussi quelque part de cette approche commune, puisque l'interface d'OS 10 évolue quand même vers un style qui ressemble un peu à celui d'iOS, non? Carrément. Oui, carrément. Hein. Oui. On voit derrière moi la vidéo qu'Apple a diffusée pendant la keynote avec ces icônes qui sont... voilà, c'est pas encore tout à fait du flat design comme on dit, mais ça s'en rapproche, hein. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on ait perdu le dock. J'aimais bien, moi, ce dock en 3D. Là, il est plat. Oui, mais on n'est plus dans le skeuomorphisme, comme on dit, qu'on a pu avoir depuis, même pas depuis 15 ans, c'est depuis le début de la dématérialisation, c'est-à-dire le début du Macintosh. On considère que maintenant les gens sont assez grands pour se libérer de ça. Bon, moi j'aimais bien le look à quoi, hein, mais ce que je voulais dire sur les ponts qui se... on n'est plus dans une passerelle comme on a pu avoir jusqu'à présent. Maintenant, c'est vraiment un pont. C'est le contraire de ce qu'a fait Microsoft, qui a voulu faire un seul, enfin pour caricaturer, un seul système d'exploitation pour les 2 plateformes, la mobile et la fixe. Là, on a un rapprochement du look and feel, et puis chacun garde ses spécificités avec un air de familiarité pour garder les gens dans l'univers, quoi. Alors juste un truc, je pense pas que l'interface, enfin pour moi l'interface est toujours à quoi hein, chez Apple, même si elle change tout le temps un petit peu, mais je ne crois pas que le nom de l'interface ait changé. C'est un point de détail, hein, mais pour moi ça reste toujours à quoi. Même si c'est vrai que la quoi d'aujourd'hui n'a pas rien à voir avec celui de 2000, quoi. Je veux dire l'aspect translucide qui était si difficile à copier sur Photoshop à l'époque pour faire des boutons qui est le même. Bon, donc les amis, si je comprends bien, vous avez quand même été globalement séduits par OS 10 Yosemite, par donc l'interface qui quand même apparemment ne vous déplaît pas trop, même si je sens un peu de nostalgie chez Gilles et chez Ellie en tout cas, et puis Continuity, donc cette approche globale en fait, hein, et ces passerelles avec moi la fonction que j'attendais avec impatience, c'était quand même un AirDrop qui fonctionne entre iOS et OS 10. Ça va être génial, non? Absolument. Alors, on l'a pas vraiment beaucoup vu, mais c'est vrai que dans l'idée, c'est ce qui nous manquait, oui. Alors juste un petit bémol quand même. Il y aura en fait 2 modes d'AirDrop. En fait, il y aura une compatibilité avec les anciens appareils ou les nouveaux en fait. Et en fait, il faudra basculer selon que tu as un ancien appareil iOS ou un ancien appareil Apple plutôt, je crois. Il faudra choisir le mode. Alors c'est un petit bouton en face de l'interface de la fenêtre d'AirDrop. Tu auras un petit choix où tu devras choisir effectivement de la compatibilité ancien appareil, nouveaux appareils. D'accord. Un peu particulier. D'accord, très bien. Les amis, dans un instant, on va passer à la suite du débrief de cette keynote de la WDC avec iOS 8 et puis les outils pour les développeurs et ce fameux nouveau langage de développement qui s'appelle Swift. Mais avant ça, je voudrais que nous accueillions ensemble mon camarade de Broadcast Time, Fabrice Arad, qui vient de nous rejoindre. Salut Fabrice.
Comment ça va? On t'entend pas encore, mais je pense que ça va pas tarder. Comment ça, on m'entend pas? Oui, ça y est, si. Quand même. Bon, Fabrice, on fait une parenthèse avec toi dans cette émission consacrée au débrief de la WWDC. Je te présente donc les amis, la bande, avec Gilles Dounès, Guillaume Jette et Elie Abitbol. Je les connais Et bien, Fabrice, j'écoute tout le temps. je t'ai proposé de participer à ce temps mort, on va dire cette mi-temps, parce que nous aussi on fait la mi-temps, comme au Brésil, dans cette émission. Il y a combien d'ailleurs pour le Brésil là? Ah, je On regarde s'en pas. fout. Tu sais pas? Bon, On s'en fout. ça nous arrange pas parce qu'on va perdre des spectateurs, c'est pas grave. On est obligé de mettre du foot tout le temps, partout. Personne Bon. n'a le score de Brésil-Croatie là. On peut te Si, Faut si. mettre Ah, des cristes. Combien? 1-1. 1-1. Bon, ça va, les Brésiliens ont réussi. Ouais, ouf, bon, tant mieux. La Croatie a aussi tiré contre son camp, donc tout va bien. On va éviter l'émeute ce soir au Brésil. C'est une bonne chose. Alors Fabrice, je t'ai proposé de nous rejoindre. Allez, on va prendre 5 minutes avec toi, hein, pas beaucoup plus parce qu'on a beaucoup de choses à voir dans le reste de l'émission. On va faire court. Pour que tu nous racontes ta mésaventure et qui est quelque part très éclairante parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être dans ton cas, en tout cas qui ont sans doute un iPhone, notamment un iPhone 5, et qui ne savent pas qu'ils bénéficient de 2 ans de garantie. Eh ouais, parce que la petite histoire, c'est que moi j'ai un iPhone 5, tu vois, il est blanc, et je l'ai eu en octobre 2012 avec mon opérateur. Jusque-là, pas de problème. Et j'ai eu, comme tout le monde, depuis, on va dire quelques mois, la petite mauvaise surprise de voir mon téléphone qui s'éteint. Quand on arrive, la fameuse barre des 40%. Alors ils te disent, J'ai connu. c'est une barre symbolique. Oui, d'accord, c'est une barre symbolique, mais tu vas voir que c'est allé un peu plus loin parce que au bout de 3-4 fois, tout va bien. Mais il y a eu ce week-end, ça c'était avant, et il y a eu ce week-end où j'ai eu la désagréable surprise d'avoir la totale. C'est-à-dire qu'il s'est éteint, mais là tu peux plus rien faire. C'est-à-dire que tu le rallumes pas, et quand tu le rallumes, au bout d'un petit quart d'heure de manipulation violente ou pas violente sur l'appareil, il va s'allumer avec la pomme et il te dit t'attends un bonhomme, il s'allume mais il fait rien. Quand tu le branches sur iTunes, que ce soit sur PC ou sur Mac, quelle que soit la licence, tu vas avoir l'apparition de iTunes te propose de restaurer ton téléphone. Alors tu fais gentiment, restore it, allons-y. Et il te prévient bien sûr que tu vas perdre tes mémoires et tout ça. T'es content, t'as fait une mise à jour, t'as fait tout ça avant. Tu lances et là tu te rends compte qu'il va te mettre un message d'erreur. Alors le premier ça sera le 2006, le suivant ça sera le 9. Et quand tu fouilles un peu sur le site Apple qui est bien documenté de ce côté-là, tu te rends compte que t'as peut-être des problèmes de port USB. Donc tu changes ton câble USB. Tu te rends compte que t'as peut-être un problème de Firewall, tu sais les ports fermés et autres. Firewall, Tu ouais. mets ton ordinateur en DMZ. Pour la petite news, en passant, moi j'ai un flux de 80 mégas en descendant et 9 mégas en montant, donc j'ai de quoi envoyer, comme on dit. Et là, l'iPhone, pareil, Kutchi. Ça a duré 2 jours, j'ai perdu pendant 24 heures le téléphone complètement, et figure-toi que c'est rallumé tout seul. Quand je dis tout seul, c'est que j'ai rien fait, je l'ai laissé, et c'est allumé en me mettant une barre à 90% de batterie. Je me dis, super, j'ai tout gagné. Je pars travailler en déplacement professionnel. Je fais 10 minutes, j'écoute le premier message. Le message, il fait bonjour, plus de téléphone. Là, je me suis un peu fâché. J'ai appelé mon opérateur en lui disant bonjour monsieur, voilà, j'ai un problème, j'ai un iPhone. Et il me croit que j'ai vu en passant sur Internet que j'avais peut-être dépassé ma garantie qui est d'1 an, mais je crois qu'on m'a parlé d'une garantie de 2 ans. Et là, Orange, c'est rapide. Ah, monsieur, Apple. Ah, attendez, octobre 2012. Ah. Bon, c'est pas nous. Nous, on garantit plus. Appelez Apple. Et il te donne un numéro en 0805. Très bien, t'appelles, tu tombes sur Apple, il te dit ne quittez pas, on va s'occuper de vous. Et il s'occupe effectivement de toi, tu fais ton dossier, et là, tu as droit au premier check pour savoir si ton appareil est tombé, pour savoir si ton appareil est tombé par terre, dans l'eau. Alors pour la petite astuce, pour ceux qui le savent pas, il y a un petit truc là, dedans, alors je sais pas si on verra bien. En fait, la pastille tout au fond est censée être blanche s'il ne se passe rien. Et elle devient rose ou d'une couleur s'il y a eu un dégât d'eau, par exemple. Donc ça, c'est radical. Si tu as eu un dégât des eaux, tu n'as plus de garantie. Tu passes la première étape du premier contrôleur qui te disent pas de problème, on va s'occuper de la deuxième. Monsieur, nous allons peut-être déclencher la 2e année de garantie. Ah,
Très bien. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, vous allez faire un test pour nous. Ah, alors vous allez restaurer votre téléphone, encore une fois? Bah oui, monsieur. Voyons, vous l'avez fait que 4 fois, ça suffit pas. Vous allez le faire, mais cette fois-ci en le déclarant nouvel iPhone. C'est-à-dire que vous ne mettez plus de sauvegarde. Et là, on va déterminer si le bug est logiciel ou matériel. Donc très bien, on détermine, sauf que là, moi, mon iPhone, il a fait au revoir, patate, couffin, on veut plus rien. Donc là, j'ai appelé Apple qui m'a dit bon, allez, d'accord, on va vous prendre un rendez-vous chez Apple Store. Apple Store, rendez-vous dans la journée, pas de problème, je vais sur place. Entre-temps, j'ai eu la patronne quand même qui a bien voulu accepter que je passe ma 2e année de garantie, hein, parce qu'avec tous les tests qu'on a fait, je vais chez Apple, on fait le check avec le jeune homme qui me dit effectivement là, je crois que vous êtes mal barré, qui ne démarre pas, mais pendant le temps d'attente, qui est pas très long, hein. Donc on t'installe, je sais pas si vous connaissez les Apple Store, ce sont des grandes pièces et tu as des grandes tables et on te regroupe en fait par table d'attente pour que tu aies le temps de faire mumuse avec les appareils qui sont sur place, le temps d'attendre. Et là, j'écoute les gens qui sont autour de moi. Figure-toi quand même qu'il y avait quand même 2 personnes sur 7 autour de moi, il y a comme du monde pour un mercredi matin, qui avaient le même problème de base, c'est-à-dire la batterie, l'iPhone qui s'éteint. En discutant avec la personne de l'Apple Store, on découvre que il y a 2 solutions. Soit ta batterie, en fait, le soft perd la zone 0. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sait plus à quel moment ton téléphone n'a plus de batterie. C'est-à-dire que pour lui, le point 0 n'est plus à 0. Il sera peut-être à 15, 20 ou 30. Ça me rappelle 40. un peu ou 40. Mais en fait, c'est pas forcément 40. Hein. Il y a apparemment, ils sont pas tous d'accord. Ça rappelle la mémoire tampon des premières batteries. Je sais pas si vous vous souvenez des premières batteries. Ouais. Quand on les rechargeait trop souvent, il y avait une mémoire tampon qui faisait que, stop, là, je redescends plus en dessous. Donc on a un peu apparemment ce problème-là. Et ils te disent, généralement, le problème est réglé avec un premier restore. Donc ça, c'est la partie logicielle. On remet le logiciel, il considère que la batterie va bien repartir. Et la deuxième bug, c'est quand ça arrive trop souvent, effectivement, c'est la batterie qui est morte. Donc ils te prennent pas de temps, ils disent, on enlève la batterie, hop, changement de batterie à 0, et ça redémarre. Malheureusement, ma découverte de cette semaine fait que ça suffit pas, ce problème-là. Donc ce problème-là reste. Ils ont un problème qu'ils ne peuvent pas détecter du premier coup. Ils n'ont pas de système aujourd'hui qui disent c'est un problème soft ou un problème hardware automatique. Ils n'y arrivent pas. Malgré les messages d'erreur qu'ils ont, ils peuvent pas te dire tout de suite je peux vous le rendre, je vais vous le réparer. Donc moi, je vais pas me plaindre, hein, puisque le problème a été géré très rapidement, très gentiment. T'as quand même perdu quelques jours. Hein. J'ai perdu quelques jours, mais j'ai un iPhone qui repart à 0 parce qu'il est neuf. Donc c'est un échange standard. Et j'ai reçu une facture. Alors, j'ai reçu une facture qui détermine le prix de la réparation. Donc moi, c'est un iPhone 5 de 32 Go. Donc la réparation échange de standard est de 207 €. Mais bien sûr, comme c'est pris en garantie dans la 2e année déclenchée, je n'ai rien payé. Alors, on va conclure, Fabrice, parce qu'il faut qu'on continue à débriefer la WDC. Il y a 2 choses que j'ai apprises avec ta mésaventure. La première, c'est qu'on a bien 2 ans de garantie, mais si on la demande pas, on n'en bénéficie pas. C'est ça? C'est encore ça. Pire, hein. Oui, c'est encore Elie, pire que ça. Je peux t'en parler après si tu veux. Vas-y, dis-nous, Elie. Écoute, il y a une garantie européenne de 2 ans, mais Apple n'en parle pas. Et donc, ils disent à un client, en particulier quand tu vas dans un Apple Store, et que tu dis j'ai un problème et mon appareil a dépassé l'année de garantie. S'il y a un APR dans la ville, ils te disent monsieur, il y a une garantie de 2 ans, allez voir l'APR qui est situé à tel endroit, alors que tu es quand même chez Apple. C'est pas mal. Donc ça, c'est assez hallucinant. Donc on récupère une quantité de clients qui viennent. Apple nous a dit de venir vous voir pour invoquer la garantie européenne de 2 ans. Ils sont gonflés. Hein. Et il y a un formulaire que nous avons, qu'on fait remplir aux clients, disant « Je souhaite bénéficier de la garantie de 2 ans ». Et une fois qu'ils l'ont rempli, soit on le gère nous, soit on le renvoie chez Apple, qui, avec ce formulaire Apple, que nous téléchargeons du site Apple, leur permet de gérer cette garantie. Et évidemment, au bout d'un certain nombre de clients, on les a appelés, on leur a dit « Bon, vous êtes gentils de nous envoyer des clients, c'est sympa, mais pourquoi est-ce que vous nous envoyez que des clients pour une garantie de 2 ans alors qu'ils sont déjà venus chez vous ?» Et bon, on a eu Ingenius, hein, et ça n'est probablement pas l'opinion d'Apple, mais en tout cas, c'est assez rigolo. Il nous a dit, parce que si on le fait nous, on est mal noté par notre hiérarchie, alors que si c'est vous, ce n'est pas Apple. Bon, voilà, c'est tout. Bon, juste Benjamin, en fait, pour se dire, moi j'ai eu une expérience similaire sur un iPhone 4S, on a le même problème.
2 ans de garantie dépassée et Apple a quand même pris en charge à 2 ans plus 3 mois. Ils ont fait, par contre, c'était juste un échange de batterie. Là, ils n'ont pas fait un échange d'iPhone. Mais quand même, ils l'ont pris en compte. Mais ils l'ont pris. Soulignons la beauté du geste. Voilà. Mais ils sont très bons. Vous avez donc bien compris. Si vous avez le moins de problème avec un matériel Apple qui a entre 1 et 2 ans, vous l'envoyez directement chez MCS à Nice. Voilà, comme ça, ce sera réglé sans aucun problème. Juste un petit truc aussi. Les matériels achetés sur le Refurb Store, apparemment, sont automatiquement sous 2 ans. Même s'ils disent un an sur le site, il y a quand même 2 ans, apparemment. Bon, on va creuser cette histoire. Je pense que ça vaudra le coup de faire une émission spéciale SAV et garantie. Je pense qu'on les chroniques de l'été sur iWeek. Voilà, on aura exactement, on aura des vertes et des pas mûres. Merci beaucoup Fabrice d'avoir passé une tête. On est content que ton iPhone 5 remarche à nouveau. Et donc si vous avez le même type de problème, dirigez-vous assez rapidement vers l'Apple Store. Chez Eli uniquement. Voilà, et uniquement chez Eli. Merci Fabrice. Si tu veux rester avec nous, t'es le bienvenu. Sinon, on ne te retient pas comme tu veux. Non, on va parler. Je vais voir si le Brésil perd. Pardon ? Je vais voir si le Brésil perd. D'accord, reste en ligne et donne-nous le score dans 5-10 minutes. Merci Fabrice, on va passer à iOS 8, évidemment, c'était le deuxième gros sujet. On pensait qu'il y en aurait que 2, en fait il y en a eu 3, donc on va essayer d'aborder les 2 qui restent dans les 20 prochaines minutes. iOS 8, c'est donc le nouveau système d'exploitation qui va arriver avec l'iPhone 6 très probablement au mois de septembre et puis les prochains iPads. Qui veut prendre la main sur iOS ? Voilà, si vous deviez expliquer ce qui va changer à quelqu'un, qu'est-ce que vous diriez en premier, les garçons ? Tout. Tout, Guillaume ? Non, pas tout. Non, c'est une question d'ouverture surtout. En fait, c'est grosso modo, si tu veux, mon avis, Apple s'est dit, tout ce que les gens disent, c'est trop bien sur Android, c'est con qu'il n'y ait pas sur l'iPhone, sur iOS, ils l'ont mis en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est les extensions, les widgets sur les écrans d'accueil, la possibilité d'avoir une communication entre les applications directement, au lieu d'éviter d'avoir à transférer les fichiers d'une application à une autre, les convertir, etc. Là, en fait, aujourd'hui, ton appareil va devenir beaucoup plus souple à l'usage et c'est juste ça. Tu pourras utiliser de nouveaux claviers, par exemple, pour remplacer le clavier par défaut. Ça montre une ouverture sur des points sur lesquels Apple paraissait très renfermé. Et là, ils disent, ok, les gars, vous avez voulu ça, on vous le donne, quoi. Voilà. Bon. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, les gars, vous trouviez qu'Android, qu'iOS, il manquait des trucs. Voilà, c'est fini. Donc, c'est quoi? On met iOS au niveau, c'est ça que tu veux dire? On dirait un peu de ça. Alors, oui, mais en même temps, en apportant énormément d'attention à la partie sécurité. Ce que ne fait pas Android. Et ça, c'est peut-être le gros point fort justement sur lequel Apple va jouer, c'est la vie privée et la sécurité de vos données. Absolument. Ce n'est pas le cas aujourd'hui sur Android. D'où la petite pique d'ailleurs de Tim Cook sur les 99% de malware sur la plateforme Android. Absolument. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu 2 diagrammes sur l'écran qui étaient assez, qui faisaient mal, comme on dit. Gilles, qu'est-ce qui t'a plu dans iOS 8, toi? Justement, qu'ils se mettent à l'écoute des développeurs et que la sécurité et les données personnelles qui sont les joyaux de la couronne d'Apple, ce qu'ils ont essayé de conserver dans l'affiliation avec iPhone OS. Au départ, il faut bien se rappeler qu'il n'était même pas question de véritables applications sur l'iPhone, mais d'applications Internet à partir du HTML5, tellement la sécurité était importante à leurs yeux. Ouais. Or là, ils se mettent beaucoup plus à l'écoute des développeurs et il y a, comment dire, il y a plus grand chose du côté d'Android à envier. Ce que Guillaume a fort bien développé, quoi. Ouais. Ça c'est très bien. Ça veut dire donc concrètement, vous avez aussi téléchargé iOS 8 les uns et les autres? Non. Moi, il y a en fait 3 choses qui m'ont plu dans iOS 8. Les 2 premières, on va certainement en parler dans la 3e partie, c'est-à-dire la santé et la domotique. Et la 3e, c'est l'ouverture de Touch ID aux développeurs, ce qui va ouvrir la voie à du paiement sécurisé par Touch ID. On parle de NFC dans l'iPhone 6, on verra bien, mais en tout cas, Touch ID va devenir un élément que Visa ou PayPal vont pouvoir utiliser, alors que jusqu'à maintenant, c'était réservé à Apple et aux achats
sur l'App Store. Donc très concrètement, Touch ID, c'est le lecteur d'empreintes digitales sur l'iPhone 5S. Ça veut dire qu'on va pouvoir se servir de ces empreintes digitales pour authentifier un acte d'achat sur n'importe quelle app sur son iPhone en fait, ou son iPad, c'est ça? Absolument. Entre autres. Et puis on pense que les prochains iPads et certainement les prochains iPhones vont s'ouvrir à Touch ID. Donc prochainement, on pourra utiliser ce capteur d'empreintes pour faire des transactions aussi bien chez Amazon que peut-être chez son boulanger ou ailleurs. Mais en tout cas, on ne sera plus limité à l'univers Apple. Alors, il y a eu une troisième partie à cette keynote, une partie auquel personne ne s'attendait. Les développeurs ont été... Oui. Benjamin, juste, il y a quand même surtout une partie dont on n'a pas parlé et qui est quand même super importante, ça ne va pas se coup de faire une émission à part entière, c'est iCloud, qui prend encore plus d'envergure avec Cloud Drive. De tout ce qui est en fonction de justement continuité, etc., sont aussi fortement liés à iCloud. Et surtout, ça montre qu'Apple met un pied très sérieux cette fois-ci vraiment dans la partie service en ligne avec une nouvelle version d'iCloud. Plus de PhotoStream pour la gestion des photos. Tu peux enfin mettre toutes tes photos en ligne parce que PhotoStream, c'était imbuvable, mais vraiment, c'était incompréhensible. Tu peux pas comprendre le principe de PhotoStream simplement. Les gens s'étonnent de perdre des photos, de la 1000 photos sur le stream. Bah oui, forcément, si t'as pas stocké, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, leur stratégie, elle est, c'est bon, les gars. Maintenant, on a mis en place notre infrastructure. Ça a pris du temps. Et ben maintenant, on y va à fond. Et là, il va y avoir aussi des choses, à mon avis, très jolies qui vont tourner autour. Et ça fait partie, là encore, des choses qu'Apple va pousser, mettre en avant. Et à mon avis, à une époque, on parlait des 3 pieds. Je sais pas si tu te souviens de l'Apple, avec l'iPod, l'iPhone, l'iPad et OS 10. Moi, aujourd'hui, je dirais qu'il y en a un quatrième, c'est iCloud, clairement. Voir iCloud, c'est le socle au-dessus. Voilà, avec des tarifs qui ont été fracassés, on va dire. Hein. Largement revus à la baisse, oui. Hein, fracassés, qui sont même compétitifs par rapport notamment aux tarifs de Google, hein, si je ne me trompe pas. Juste un petit regret sur le fait que Apple est très chiche sur la dotation de base. 5 gigas, c'est limite quand même. 5 gigas, oui. Après, c'est vrai qu'1 euro pour 200 gigas, je crois, par mois. Ouais, c'est presque $1, ouais, effectivement. Oui. Des annonces très importantes. Benjamin. Oui, Gilles, on va avancer parce que tu sais, il nous reste 10 minutes et je voudrais pas qu'on zappe la dernière partie. On attendait, tout le monde, je pense, avait secrètement l'espoir qu'Apple parle concrètement de projets sans doute assez proches autour des objets connectés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la marque à la pomme a déroulé un boulevard pour les développeurs avec toute une série de kits de développement logiciel et notamment 2 kits qui sont dédiés à la santé, au bien-être et à la domotique. Ils s'appellent HomeKit et HealthKit. Sans doute que ça augure d'une révolution en tout cas, non ? Oui, mais c'est comment dire, on a 3 bulles. Tu te souviens la définition que je t'avais donnée de CarPlay. Là, on est sur le même type de bulle qui est cette fois-ci dans la maison et autour de l'individu. CarPlay étant une enveloppe virtuelle autour de l'habitacle de la voiture et le cloud étant celui qui est autour de l'individu quand il est à l'extérieur. On est dans une espèce de bulle Apple confortable, douillette et dans lequel on va pouvoir communiquer avec tous ces périphériques qui sont autant d'extensions. Ouais. Moi, ce que j'ai compris, parce que je m'étais intéressé un peu au sujet de la domotique auparavant, c'est qu'il y a quand même plusieurs standards en compétition et que là, Apple essaye de remettre tous les compteurs à zéro et d'imposer sa propre infrastructure. Enfin. Pas totalement. La façon. C'est ça, Guillaume ? Non. Non, c'est plutôt en fait de proposer les briques logicielles pour permettre d'intégrer ces appareils en fait pour qu'ils puissent communiquer avec iOS en plus. Mais c'est pas forcément dire vous allez racheter tout votre matériel pour tout refaire. Non, l'idée c'est plutôt de se dire aujourd'hui il y a pas de moyen de communication standardisé pour communiquer avec tous les appareils. Mais en fait Apple va fournir la brique pour que quand l'iPhone veut causer un appareil, on s'occupe pas de ce qu'il y a derrière en fait. Grosso modo, ça va être ça si tu veux. D'accord. Tu veux parler d'une prise de courant, je suis d'accord avec Guillaume. Mais je suis aussi d'accord avec Benjamin. Aujourd'hui, effectivement, il y a 4 standards différents. Et dans la maison, on peut avoir du Z-Wave pour la partie alarme, on peut avoir
la partie pour l'éclairage Hue qui utilise un standard différent. Après, maintenant, il y a N-Océan qui arrive aussi, qui est un troisième. Et donc, on se dit, quelle centrale je prends, avec quoi je la contrôle, chaque appli est différente. Et là, l'intérêt d'Apple, c'est que moi, j'ai discuté déjà avec 3 fabricants d'appareils de domotique et les 3 m'ont dit, mais on va être compatible HomeKit, c'est une évidence. Bien sûr. À commencer par MyFox, qui sûr. est l'acteur français, qui vont se mettre forcément aux normes. Donc Apple met une norme, les gens s'adaptent. Et donc l'autre chose, c'est qu'avec Apple va proposer des scénarios simples à utiliser, basés sur Siri. Ils en ont fait la démo, mais en tout cas des scénarios qui font que plutôt que de programmer un événement qui va être plus ou moins complexe suivant la centrale qu'on utilise, en fait, on va pouvoir dire à son iPhone, je vais me coucher, et puis ça va déclencher un scénario qui va baisser les volets, diminuer la température du salon, allumer la chambre ou l'escalier, des choses comme ça. Et ça, le public va comprendre. Et l'avantage, c'est que plutôt que d'inventer et de fabriquer 500 capteurs différents, plus ou moins chers, Apple met des briques. Les capteurs existent déjà et ils vont tous parler avec Apple parce que exact, c'est Apple. Ouais. C'est plus un langage de communication. Juste, je vais revenir à vous dans un instant, les amis. Je voudrais que vous écoutiez la réaction d'un jeune développeur que j'ai rencontré la semaine dernière à San Francisco. Il s'appelle Alex Michael. Il n'a que 13 ans. C'est le fameux développeur de 13 ans le plus jeune de la WWDC. Et je lui ai demandé ce qu'il pensait justement de ces annonces logicielles à San Francisco et notamment de ces kits de développement liés à la santé et à la domotique. On l'écoute. The little bit I've used HealthKit, it's going to be great for medical purposes. And HomeKit, once they get more advanced on it, it'll be amazing. I'm sure they've sponsored so many companies and partnered with so many companies. They just need to put the pieces together and it'll be amazing. Give it to the next gen iPhone in September. I mean, every year they launch an iPhone in September. I bet you they're going to launch a ton more stuff with it. How much are you talking, between developers about the iWatch and the connected device that they expect? Everybody's wanted the iWatch since 2010. That's when rumors started with the iWatch. I've wanted the iWatch for years because I love watches. I wear them every day. But the iWatch is... they've given us hints for this. Like with HealthBook, they have calorie burner, and your phone just doesn't register calories as much as a watch would because your wrists move more than your phone in your pocket would. So I think they've given us major hints with iOS 8 into what they're going to do. Voilà, Alex persuadé que bien l'iWatch... futé, ce petit. Il est fort. Bien futé, que l'iWatch donc arrive sinon en septembre du mois, sans doute en octobre, et vous retrouverez son interview intégrale dans le prochain numéro d'iCreate. Alex, très impressionné, surtout par Swift, le nouveau langage de programmation dévoilé par Apple aussi la semaine dernière. Ça, c'était quand même une vraie surprise, non ? Ah oui. C'est énorme. Ça, vraiment, on l'attendait pas et je trouve que c'est génial. Moi, j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Je pense que Guillaume a beaucoup d'avance sur nous. Mais moi, j'ai juste à la fin de la conférence, lancé l'application, j'ai même pas eu des téléchargé messages en mail directement, des SMS de l'université de Nice. Nous, on travaille beaucoup avec le milieu universitaire. Ils sont excités comme des puces à l'idée d'avoir un nouveau langage de programmation. Alors ça, c'est marrant d'ailleurs parce que pour le grand public, il y a des gens qui disaient mais oh là là, Apple, j'ai lu des commentaires, c'était Apple il plante un couteau dans le dos des développeurs en mettant un nouveau langage de programmation. Alors que finalement les développeurs, ça fait depuis tous les développeurs n'ont fait qu'apprendre de nouveaux langages de programmation depuis des années. Ils se sont mis au Java, ils se sont mis au C#. Et puis je peux dire qu'ils se sont jetés sur Swift. Et Alex qu'on a vu, je l'ai rencontré le mercredi et entre le lundi et le mercredi, il avait déjà développé une copie de Flappy Bird et une copie de Doodle Jump. Voilà. Avec un langage qu'il a découvert 24 heures plus tôt quand même. Donc apparemment, Apple a bien fait les choses. Ils sont bien émerdés. Il a vraisemblablement un syndrome d'Asperger, ce jeune homme. Il est surdoué. Et le langage est plus... prend les bases d'après ce que j'ai compris, de l'Objective-C, et en plus il est plus simple et plus rapide. Exactement. Donc surtout, avec un runtime qui permet d'expérimenter des choses directement. Tu vois en temps réel ce que tu fais, c'est-à-dire qu'en fait t'as pas besoin forcément de compiler systématiquement pour. Les amis, j'ai une dernière question à vous poser avant qu'on ait à se quitter. Tu frustres Gilles, t'as même pas idée là. On est quasiment aux vacances d'été. On va se retrouver au mois de septembre. Pour vous, le
prochain rendez-vous, c'est quoi? Ah, c'est Les les vacances. annonces de septembre, donc c'est iPhone, Oui. iWatch peut-être. Gilles? Le rendez-vous, oui, c'est toutes les cochonneries ultra connectées qui sont dans les tuyaux. D'accord. Il faut pas oublier que Vite, hein, Gilles, on a 10 oui. secondes. Je sais plus qui chez Apple a promis le plus beau catalogue produit pour cette année Il dit ça 2014. chaque année. Ouais, c'est Eddie Q, je crois, Et- qui a promis. Il ça. nous lance un iMac dalmatien, arrête. Guillaume? Moi, écoute, moi, oui, forcément, fin de l'année, iPhone, nouvel iPad probablement, enfin le classique quoi. iWatch, je suis pas sûr que ce soit cette année, on verra peut-être. On verra bien. Mais Benjamin a des pistes qu'il veut pas nous dire. Oui, Ouais, Non, on vas-y. verra. je suis revenu Et avec. si c'est les mêmes pistes qui t'ont donné l'Apple TV il y a 3 ans, Je- non, je dirais que je suis revenu avec la conviction que l'iWatch était une réalité et allait arriver avant la fin de l'année. Mais je vous en dirai plus peut-être à la rentrée si vous êtes sage. peut-être sera sorti. Voilà, Bon, c'est ça. en tout cas, moi, je suis persuadé qu'on On va avoir m'enfermer un dans le iWatch studio, facile. donc je ne parlerai que en présence de mes avocats. Bon, merci beaucoup. Swift permet ça. Merci beaucoup les amis d'avoir participé à ce nouveau numéro d'iWeek, c'était le 22e. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une très bonne fin de soirée et si vous avez raté le foot, sachez qu'à la mi-temps, il y avait un partout entre le Brésil et la Croatie. C'est pas sympa de spoiler. Bonne soirée, salut à tous, ciao. Bonsoir. Ciao, ciao.